Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la conférence mondiale sur l'Internet. Le développement a été au cœur des débats hier jeudi dans la ville antique de Wuzhen, dans l'est de la Chine. Les sujets importants comprenaient la transmission culturelle basée sur l'Internet, l'innovation et le développement durable ainsi que la Chine numérique. L'intégration de l'Internet et de l'économie traditionnelle a également été un sujet de conversation. Plus de 2000 personnes de 120 pays et régions, dont 8 chefs d'État et près de 50 responsables ministériels, participent à cette conférence qui se termine ce vendredi. CCTV a pu recueillir les opinions des personnes ayant écouté le discours du président chinois. Voici tout de suite leurs commentaires. Le président a mis en avant 5 propositions spécifiques et mentionné de nombreux sujets largement discutés au sein de la communauté internationale. En termes de gouvernance de l'Internet, l'adhésion de la Chine au principe est reconnue par la communauté internationale. Je pense qu'il souligne 5 choses très importantes sur lesquelles il faut se concentrer. Elles sont toutes très importantes et il faut se concentrer sur chacune d'entre elles. Il a fait un très bon travail pour cela. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il a mentionné l'innovation et la communauté d'avenir commun. L'Internet est quelque chose de quadrillé, comme les rivières propres de Wuzhen. Cela nécessite notre propre gestion. Donc, le président a systématiquement illustré que la gouvernance était une mission pour toute l'humanité pour la première fois dans son discours. Je pense qu'en tant que membre du personnel de l'entreprise, nous devons faire plus attention à l'intégration de l'économie traditionnelle dans l'Internet. Politique étrangère à présent, le département d'État américain a notifié le Congrès d'une vente d'armes à Taïwan d'une valeur de 1,83 milliard de dollars, et ceci malgré la forte opposition de Beijing et l'éventualité que cela ne porte atteinte aux relations sino-américaines. Pour la première fois depuis 4 ans, les États-Unis ont autorisé une vente d'armes à Taïwan, malgré les objections de Beijing. La notification d'aujourd'hui est conforme à la loi sur les relations avec Taïwan et au soutien des États-Unis envers l'aptitude de Taïwan à maintenir des capacités de défense suffisantes. L'accord prévoit l'envoi d'1,830 milliard de dollars de matériel militaire à Taïwan. 2 frégates de la marine américaine équipées de 13 systèmes de défense anti-navires Phalanx, 769 missiles anti-chars TOW, 208 lance-missiles anti-chars Javelin et 250 missiles Stinger, en plus de systèmes de visée électronique, de munitions et d'équipements divers. L'accord n'inclut ni avions de chasse, ni systèmes d'armement plus sophistiqués. Cette vente survient alors que les États-Unis et la Chine connaissent quelques tensions au sujet de la cybersécurité de la mer de Chine méridionale. Beijing a émis une plainte auprès des diplomates américains et va prendre toutes les mesures nécessaires pour bloquer l'accord, ce qui inclut des sanctions contre les sociétés impliquées dans la vente. Nous nous opposons fermement à tous les pays qui vendent à Taïwan des armes, des équipements ou technologies liées, sous quelque forme que ce soit, et quelle qu'en soit l'excuse. Nous espérons également que la partie taïwanaise chérisse le développement pacifique des relations et fasse plus en faveur de l'amélioration et du développement des relations. Les États-Unis disent continuer à adhérer à la politique d'une seule Chine. Lors d'un point de presse hier jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, a réitéré les sanctions que la Chine allait prendre contre les entreprises américaines impliquées dans les opérations de vente d'armes à Taïwan. Certaines entreprises américaines ont participé à des opérations de vente d'armes à Taïwan. Leurs actes portent une grave atteinte à la souveraineté et aux intérêts sécuritaires de la Chine. Le gouvernement chinois et les entreprises nationales ne feront plus affaire avec elles. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a officiellement accueilli hier son homologue russe Dmitri Medvedev. Celui-ci effectue une visite de 4 jours en Chine. Avant son arrivée à Beijing, il était à Zhengzhou pour une réunion de l'Organisation de la coopération de Shanghai et à Wuzhen pour la seconde conférence mondiale de l'Internet. Messieurs Li et Medvedev ont évoqué la coopération politique, économique et sécuritaire. Dmitri Medvedev a déclaré que la Chine et la Russie devaient accroître le commerce bilatéral pour atteindre les 200 milliards de dollars d'ici 2020. Il s'agit là de la 20e réunion régulière entre les chefs de gouvernement des deux pays. Le mécanisme a démarré en 1996 pour guider les domaines clés de la coopération.
De son côté, le président russe Vladimir Poutine a donné sa conférence de presse annuelle et a répondu aux questions des médias nationaux et internationaux. Il a déclaré que l'économie russe avait passé le pic de sa crise et que des signes de stabilité étaient déjà apparus au deuxième trimestre de cette année. Il a indiqué que le gouvernement était préparé à davantage de volatilité dans les prix du pétrole. Concernant la Turquie, il a réitéré sa condamnation concernant la destruction de l'avion russe. Il a aussi indiqué qu'Ankara se cachait derrière l'OTAN et qu'il ne voyait aucun espoir d'amélioration dans les relations avec la direction turque actuelle. Du côté de la crise ukrainienne, Poutine a déclaré que la Russie était prête à persuader les rebelles dans l'Est à arriver à un compromis pour une solution politique. Il a également déclaré qu'il s'attendait à ce que les relations commerciales avec Kiev s'aggravent. L'action par le gouvernement turc n'était pas seulement inamicale, c'était un acte hostile. Ils ont abattu notre avion. Un pilote est mort, ce n'est pas un accident. La Turquie dit qu'elle ne savait pas que c'était un avion russe. Et ils disent à l'OTAN avoir été intimidés. Qui les a intimidés? Qu'ont-ils obtenu? Pensaient-ils que nous allions quitter cet endroit? Bien sûr que non. La Russie n'est pas ce genre de pays. C'est à Bruxelles, en Belgique, que plusieurs dirigeants européens se sont entretenus jeudi avec le Premier ministre turc, Ahmet Davutoglu. Lors de cette rencontre, ils ont évoqué la prise en charge des réfugiés syriens directement depuis la Turquie. La chancelière allemande Angela Merkel, le chancelier autrichien Werner Faymann ainsi que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, étaient parmi ceux qui ont rencontré le chef du gouvernement turc. L'Allemagne est d'ailleurs la première destination européenne des demandeurs d'asile. Berlin a fait savoir qu'elle aiderait Ankara et les autres nations européennes à contrôler davantage les flux migratoires en Europe. Jean-Claude Juncker a quant à lui appelé le Parlement européen à soutenir son projet de création d'un corps de garde-frontières européen permettant de gérer la crise des réfugiés. Vous savez que la Commission européenne a formulé des propositions pour une protection commune de nos frontières. Je pense que le président du Parlement européen estime qu'elles obtiendront l'aval du Conseil, tout du moins en principe, étant donné la direction que nous avons prise. Nous avons vu, je le crois, que le fait de protéger nos frontières extérieures des activités criminelles est une étape importante et j'estime qu'il y aura un accord de principe. En Afrique, les partis rivaux libyens se sont mis d'accord pour signer un accord soutenu par l'ONU pour mettre en place un gouvernement d'unité nationale. Cet accord a pour but de sauver le pays du chaos et empêcher les extrémistes du groupe État islamique de gagner davantage de terrain. Aujourd'hui est un jour historique pour la Libye. Il y a 5 mois, le 11 juillet 2015, la signature d'un accord politique en Libye a montré un large consensus en vue de la mise en place d'un cadre pour mettre fin à plusieurs mois de violence et de division politique. Aujourd'hui, en signant cet accord politique complet, vous finalisez ce processus, vous tournez une page de l'histoire de la Libye. L'accord a été signé par des députés des deux parlements rivaux du pays, ainsi que par d'autres personnalités politiques, dans la station balnéaire marocaine de Chirat. Mais cet accord doit faire face à la résistance des partisans de la ligne dure dans chaque camp. Certains affirment que l'accord a été imposé par des étrangers et souhaitent une initiative libyenne. D'autres rejettent les noms proposés pour le Conseil présidentiel qui sera chargé de former un nouveau gouvernement. Des critiques s'interrogent également sur la manière dont les factions armées sur le terrain vont réagir et comment le nouveau gouvernement sera installé et sécurisé à Tripoli. Retour en Asie. En Corée du Sud, une cour de justice vient d'acquitter le journaliste japonais accusé d'avoir diffamé la présidente Park Geun-hye. Tatsuya Kato est l'ancien chef du bureau de Séoul du journal conservateur japonais Sankei Shimbun. Il a signé un article l'année dernière déclarant que la présidente sud-coréenne Park Geun-hye rencontrait en secret son assistant le jour de la tragédie du ferry Sewol, qui reste la catastrophe maritime la plus grave du pays. Les procureurs ont avancé que cette déclaration était fondée sur de fausses informations et avait pour intention de nuire à la réputation de la présidente. Ils ont donc demandé une peine de 18 mois d'emprisonnement. Mais la Cour a estimé que l'article, bien qu'inapproprié, avait tenté d'informer le public. Elle a rappelé que la liberté de la presse doit être protégée. Kato a déclaré que les procureurs devaient accepter le verdict et ne pas en faire appel. Je pense que le verdict de ce procès était évident et je ne ressens rien de particulier à cet égard.
Les procureurs doivent accepter cette décision et ne pas intenter de procès en appel. Qu'une présidente, une figure publique, puisse inculper un reporter parce qu'elle n'apprécie pas un article qu'il a écrit à son sujet questionne les valeurs de cette société démocratique moderne. C'est avec de l'économie que nous commençons cette seconde partie d'édition. La Fed, ou Banque centrale des États-Unis, décidait d'augmenter mercredi son taux d'intérêt de référence de 25 points de base. Avec la forte amélioration de la situation du marché de l'emploi cette année, on peut raisonnablement anticiper une inflation plus élevée. La Fed a donc pris la décision d'augmenter la fourchette cible de taux des fonds fédéraux, la faisant passer d'un quart de point à un demi-point. La Banque centrale a annoncé mercredi cette mesure après 2 jours de réunion. Le même jour et à la suite de ce communiqué, le dollar chutait face aux principales devises étrangères. Toujours mercredi, les contrats à terme sur l'or de la division du COMEX de la bourse de New York Mercantile Exchange ont connu une progression alors que les cours des actions américaines remontaient pour la 3e journée consécutive. Cette première hausse du taux d'intérêt de référence depuis 2006 marque la fin d'une période de vaste assouplissement monétaire. Découvrons quelles seront les conséquences pour le renminbi et les flux de capitaux vers les marchés émergents. Je pense que la Chine va ressentir les effets de la hausse du dollar. Étant donné la forte indexation au dollar, l'appréciation du dollar va faire monter le renminbi en conséquence. Cela va accentuer la pression sur les exportations qui sont déjà lentes comparées aux années précédentes. Tout le monde n'est pas de cet avis. Nous allons avoir une certaine volatilité, en particulier sur le marché offshore, mais une dévaluation drastique n'est pas de mise. Bien sûr, le taux de change est sur une pente descendante. La devise se déprécie depuis août. Les effets de la hausse des taux de la Fed ont déjà été partiellement répercutés ces derniers mois. Bien sûr, nous prévoyons que le taux de change du renminbi ira vers l'équilibre. La Banque centrale chinoise a publié vendredi son indice du yuan, qui valorise la devise contre un panier de 13 autres devises, selon le poids des transactions en volume. L'indice vise à réduire les répercussions des fluctuations du dollar sur le yuan. Le renminbi reste relativement stable par rapport aux autres devises. Une seule hausse de la Fed n'aura pas de répercussions importantes sur le commerce extérieur chinois et les flux de capitaux. Quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, en théorie, le dollar monte, car les investisseurs recherchent le meilleur retour sur investissement ou un refuge dans le dollar ou les bons du Trésor américain. Les capitaux vont quitter les marchés émergents pour aller aux États-Unis. Une grande quantité de bénéfices réalisés auparavant dans les économies émergentes est due à la libération des capitaux par l'assouplissement quantitatif américain en cours depuis 2009. Aujourd'hui, la Fed fait marche arrière. Toutes ces stratégies de transaction de produits et matières premières qui ont bénéficié de l'assouplissement quantitatif payent leurs dettes. Le temps est maintenant venu pour ces gros gains de s'inverser. Je pense que ce n'est rien de plus qu'une inversion naturelle de la tendance du marché. Si les taux augmentent, emprunter aux États-Unis va revenir plus cher. Cela pourrait-il être une opportunité pour la Chine ? Pour les émetteurs chinois d'obligations aux États-Unis, cela signifie un coût plus élevé. Le secteur des entreprises va revenir sur le marché chinois pour émettre de la dette. Cela va tirer le marché intérieur chinois. La Chine a élargi son marché obligataire interbancaire aux investisseurs souverains et institutionnels étrangers, qui pèsent 600 milliards de yuan et dont le poids augmente rapidement. En raison du processus d'internationalisation rapide du yuan, la devise chinoise va être plus solide et plus résistante aux turbulences du marché d'échange. La Chine a lancé son premier satellite d'exploration pour étudier la matière noire. La matière noire est un matériau invisible qui constituerait plus de 95% de la masse de l'univers. Le Wukong, donné en référence au légendaire roi singe, est entré en orbite avec son panneau solaire déployé. Le décollage s'est produit hier matin au centre de lancement satellitaire de Jiuquan dans le désert de Gobi, au nord-ouest de la Chine. Wukong a été conçu pour chercher de la matière noire, qui est un élément clé dans l'étude du cosmos. C'est le premier satellite du programme d'études spatiales de l'Académie des sciences de Chine et sa mission devrait se prolonger sur les 3 prochaines années.
Alors que la Chine vient tout juste de lancer son premier satellite pour étudier la matière noire, certains semblent reconnaître les efforts importants réalisés dans le domaine par un autre groupe de scientifiques chinois. Les scientifiques de l'un des laboratoires de recherche les plus avancés du monde travaillent maintenant depuis près de 5 ans pour percer les mystères de cette matière noire. Dans la province du centre-ouest de la Chine, le Sichuan, les montagnes à perte de vue semblent indiquer aucune existence d'un laboratoire de recherche moderne. Mais ici se trouve l'un des laboratoires les plus avancés du monde sur les recherches relatives à la matière noire, le laboratoire de recherche souterrain Mianping. À la place d'un gros trou creusé dans la roche, les chercheurs ont opté pour un laboratoire incrusté à l'intérieur d'une cavité montagneuse, ce qui donne au lieu un aspect particulier, recouvert en son sommet par une paroi naturelle. La couche rocheuse au-dessus de nous a plus de 2400 mètres d'épaisseur, ce qui nous protège du passage de différents types de radiations cosmiques. Par exemple, si plus de 100 millions de neutrons se dirigent en notre direction depuis le sommet de la montagne, seulement un seul pourra pénétrer dans le laboratoire. Cette grande imperméabilité est en mesure de minimiser les risques d'interférence lorsque nous recherchons la matière noire. Le périple pour détecter la mystérieuse matière n'a pas été de tout repos. Les scientifiques doivent distinguer la matière noire de toutes les sortes de radiations cosmiques, des neutrons et des électrons. Par ailleurs, un environnement ultra purifié et de rigueur. Largement reconnu comme le meilleur laboratoire pour la détection globale de la matière noire, Mianping tente également d'éliminer les interférences à l'aide d'autres méthodes. Ce mur est fabriqué à partir de polyéthylène. Il peut bloquer, voire même absorber les neutrons. En tant que facteur principal des interférences, les neutrons se déplacent toujours en ligne droite. Ainsi, les murs sont toujours légèrement inclinés afin d'empêcher le passage des neutrons. Entouré de larges murs, le détecteur est à la recherche de la matière noire. La salle est confinée, elle atteint à peine les 30 mètres carrés. Mais il faut au moins 300 tonnes de polyéthylène aux scientifiques pour construire de tels murs, d'une épaisseur d'1 mètre chacun. À côté de ces murs, de multiples matériaux ont été utilisés pour supprimer les interférences, notamment du plomb, du polyéthylène de borique et du cuivre non oxygéné hautement purifié. Avec tous les efforts réalisés dans les recherches au cours des 5 dernières années, les scientifiques sont déjà parvenus à des avancées majeures. Et maintenant, ils poursuivent leur exploration des contrées inconnues de l'univers lointain. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition. Excellente suite de programme sur CCTV Français.